Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui aura pour but de réaliser les pages 240, 241 et 242 de notre chapitre 11 solide dans notre manuel Amplitude 1. Aujourd'hui, nous allons attaquer le deuxième point qui ne va pas être évident à faire en vidéo, le point sur le dessin en perspective. Alors, la première activité nous parle de deux types de perspectives. On me dit, la plupart des solides de ce chapitre sont représentés en perspective cavalière. Il s'agit d'une convention pour représenter les solides dans un plan. Même si cette représentation ne correspond pas à celle de notre vue, elle nous permet de conserver certaines propriétés visuelles. La représentation la plus proche de notre vision est la perspective classique, avec un ou deux points de fuite. Une voie de chemin de fer, dont les rails dans la vision classique se rejoignent à l'horizon, est représentée en perspective cavalière par deux droites parallèles. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'à la base, quand nous travaillons en artistique, si vous devez faire un dessin en artistique, vous allez utiliser cette méthode-ci, qui est la méthode classique par point de fuite. Mais cette méthode a des désavantages, c'est que à la base, les deux rails du train sont parallèles, mais dessinés tels quels, comme plus il s'éloigne, plus il devient petit, vous voyez, on a une déformation du dessin et on a l'impression que ces deux rails, en fait, se rejoignent au niveau de l'horizon. Et donc, les mathématiciens, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on utilise une autre manière de dessiner en perspective, ce qu'on appelle la perspective cavalière. Et dans cette autre manière de dessiner, même si cette manière ne correspond pas à la réalité, ce que j'appellerais moi ici de la fausse 3D, eh bien, nous allons dessiner les rails de telle sorte à ce qu'elles restent parallèles. Alors, pourquoi ceci ne correspond pas à la réalité? Parce que dans la réalité, si vous vous mettez sur les rails du chemin de fer, déjà, dans un premier temps, c'est pas conseillé de se mettre sur les rails de chemin de fer, c'est dangereux. Mais dans un deuxième temps, si vous regardez les rails, vous allez avoir cette vision-ci. Et vous n'allez jamais avoir cette vision-là. En fait, plus les rails vont s'éloigner de vous, plus vous allez avoir l'impression que les rails se rapprochent l'un de l'autre. Alors, je vais essayer de vous montrer ça grâce à deux petites animations GeoGebra que j'ai trouvées sur Internet. Et donc, dans un premier temps, je remercie Patrick Clément pour l'animation qu'il a réalisée, qui va me servir à vous montrer les différences entre ces deux perspectives. Alors, comme un petit dessin vaut mieux qu'un long discours, nous n'allons pas nous attarder sur les explications écrites, mais on va regarder plutôt l'animation en elle-même pour voir de quoi ça parle. Alors, la perspective classique, c'est celle en bleu. Si un artiste vous lui demandez de dessiner un cube, il va utiliser cette méthode-là avec point de fuite. Le point de fuite, c'est le point F ici. Et le point de fuite, c'est là où toutes les lignes de fuite, les parallèles ici, se rejoignent. Vous voyez, les parallèles bleus ici, ou plutôt les lignes de fuite bleues, elles se rejoignent. Je dis parallèles, mais en fait, ces lignes bleues, elles ne sont pas parallèles dans le cas de la méthode classique. Elles vont être parallèles uniquement dans le cas de la méthode en perspective cavalière. Vous voyez, les lignes rouges ici en pointillé, elles sont bien parallèles jusqu'au bout. Alors, vous allez me dire, oui, mais il n'y a pas vraiment de différence entre ce dessin rouge et ce dessin bleu. Effectivement, comme le dessin est petit ici, on ne voit pas très bien la différence, mais si j'allonge ce cube, si ce cube devient un long parallélépipède rectangle, par exemple si l'artiste devait dessiner un mur, vous allez voir, ça va prendre tout son sens, vous allez voir clairement la différence. Regardez, si j'allonge ce cube et j'en fais un mur, on voit clairement la différence. Regardez ici, le mur devient de plus en plus petit, plus on s'éloigne, alors que là, le mur reste le même. C'est-à-dire que si un artiste se trouve ici et dessine le mur, il va dessiner le mur grâce à la représentation en perspective classique. Donc la méthode bleue ici. C'est-à-dire que plus le mur est loin, plus il le voit petit, donc il va le dessiner comme ceci. Mais nous en maths, ce qui nous intéresse, c'est de conserver le parallélisme. Et donc on a inventé cette manière qu'on appelle la perspective cavalière, qui, à la différence de la perspective en point de fuite, va conserver le parallélisme. Vous voyez, les lignes ici restent parallèles, alors que les lignes ici ne le sont pas. Et donc, c'est ça
la méthode de tracer en perspective cavalière. C'est la méthode en rouge ici. Alors vous allez me dire, ok, c'est bien joli, j'ai compris grosso modo l'idée, mais comment s'y prend-on pour tracer par exemple un cube en perspective cavalière? Est-ce que je peux faire ça comme je veux ou y a-t-il des règles à suivre? Évidemment, il y a des règles à suivre, je vais vous les expliquer. Pour ce faire, je remercie Lozano qui a réalisé cette petite animation GeoGebra qui va me permettre de vous expliquer comment tracer un cube en perspective cavalière. Dans un premier temps, vous allez devoir dessiner la face avant de votre cube. Donc, si vous faites un cube, imaginons que l'énoncé, ça soit trace un cube dont l'arête est de 5 cm, vous allez donc comprendre que toutes les dimensions de votre cube doivent faire 5 cm. Ce que vous allez faire, c'est que vous allez tracer la face avant de votre cube. Et la face avant de votre cube, c'est un carré. Et donc, ce carré, vous allez bien le faire avec 5 cm de côté. Ensuite, ce que vous allez faire, c'est que vous allez dessiner la face arrière de votre cube qui va faire également 5 cm. La face arrière va être ici. Et qu'est-ce que vous allez faire une fois que vous aurez dessiné ça? Vous allez tout simplement rejoindre le sommet en haut à gauche de la face avant avec le sommet en haut à gauche de la face arrière. Le sommet en haut à droite de la face avant avec le sommet en haut à droite de la face arrière, et ainsi de suite. Quand vous allez faire ça, vous allez commencer à dessiner en perspective cavalière. Mais ce n'est pas tout à fait la perspective cavalière. Déjà, la première chose que vous allez devoir vous rendre compte, c'est que quand vous allez dessiner en perspective cavalière, il y a des arêtes que l'on ne voit pas. Donc, si je dois respecter les règles de perspective cavalière, je dois dessiner en pointillé les arêtes, donc entre guillemets les côtés du cube, que je ne vois pas. Mais les côtés du cube que je ne vois pas, c'est les arêtes, donc du cube que je ne vois pas, c'est celle-ci, celle-ci et celle-ci. C'est-à-dire celle de gauche, celle de derrière à gauche et l'arête horizontale en bas à l'arrière du cube. Donc, pour dessiner en perspective cavalière, il faut faire la face avant avec les bonnes dimensions, la face arrière avec les bonnes dimensions, on relie la face avant avec la face arrière et on fait les arêtes que l'on ne voit pas en pointillés. Oui, mais ce n'est pas encore fini. En fait, il y a d'autres règles à suivre. Déjà, la manière dont on va incliner mon dessin ne va pas être prise au hasard. Et je pourrais mettre mon cube comme ceci, je pourrais le dessiner comme ceci, je pourrais le dessiner comme ceci, je pourrais le dessiner comme ceci. Donc, j'ai plusieurs possibilités. Soit je vais faire un angle ici qui vaut 30 degrés, soit je vais faire un angle qui vaut 45 degrés, soit je vais faire un angle qui vaut 60 degrés. Ici, ce sont les conventions, c'est généralement 30 degrés, 45 degrés ou 60 degrés. Nous allons partir du principe qu'on va toujours travailler avec un angle de 45 degrés. C'est-à-dire que l'angle ici, ce sera toujours 45 degrés. Ça veut dire que quand je vais mesurer l'angle ici, ce sera 45 degrés aussi. L'angle ici, fait avec l'horizontale, ce sera 45 degrés. Et l'angle ici, ce sera 45 degrés. Bon, donc si on résume, on fait la face avant avec les bonnes dimensions, on fait la face arrière avec les bonnes dimensions, on fait les arêtes que l'on ne voit pas en pointillés et on trace les arêtes de la profondeur avec un angle de 45 degrés. C'est presque fini, mais il y a encore une autre condition. Si je traçais mon cube avec toutes les arêtes qui valaient les bonnes mesures, c'est-à-dire 5 cm, mon cube, ça représenterait un truc comme ça. Et visuellement, un truc comme ça représente pas trop un cube. On a l'impression que c'est un peu plus allongé. Pourtant, cette dimension-ci, c'est la même que celle-ci, qui serait la même que celle-ci. Mais visuellement, quand on dessine en perspective cavalière, ici, la profondeur, la longueur qui est située sur la profondeur, si je la dessine en vraie grandeur, elle paraît toujours plus longue. Alors, la convention que l'on utilise, c'est que cette longueur
de profondeur, cette arête qui va être la fouillante, l'arête en profondeur, eh bien, nous n'allons pas la dessiner de la bonne dimension, mais nous allons la dessiner avec une dimension réduite de moitié. Ce qui veut dire que si je dois dessiner un cube qui fait 5 cm d'arête, je vais dessiner d'abord la face avant, qui va être un beau carré bien régulier, 5 cm de côté. Je vais tracer une fouillante à 45 degrés ici, une autre ici à 45 degrés, une autre ici à 45 degrés, une autre ici à 45 degrés. Je vais faire en sorte que ces fouillantes mesurent la moitié de la longueur officielle. Donc si c'est 5 cm, eh bien ces fouillantes vont faire 2 cm et demi chacune. Et puis je vais relier les fouillantes et tracer la face arrière qui, elle, va représenter la même chose que la face avant avec donc les bonnes dimensions. Et mes fouillantes, ici, sont toutes parallèles les unes avec les autres. Voilà comment on va tracer une figure en perspective cavalière. Revenons à notre manuel amplitude. Nous avons ici au point 1 différents exemples de différentes perspectives. Nous avons dans le premier cas la perspective avec un point de fuite. On voit bien ici toutes les lignes de fuite qui vont se croiser en un seul point qui va être situé ici au bout du dessin. On a comme deuxième exemple un autre exemple artistique, un dessin fait avec 2 points de fuite. Nous avons des fouillantes qui vont aller se croiser sur la gauche, quelque part ici, mais également des fouillantes qui vont aller se croiser ici sur la droite. Ces deux dessins sont deux dessins du domaine artistique, donc nous n'utiliserons pas ces manières de tracer. Et nous avons ici un dessin qui est, je suis mitigé sur ce dessin, mais un dessin qui serait plutôt en perspective cavalière. D'accord? Donc celui que nous allons utiliser. Alors on va essayer d'analyser la différence sur un dessin entre ce qu'il y a vraiment sur le dessin et ce que c'est censé être dans la réalité. Donc on a un cube ici qui s'appelle A, B, C, D, E, F, G, H. Et nous allons compléter les deux colonnes ici qui me disent dans la réalité et sur le dessin. Alors dans la réalité, l'arête AB et l'arête CD, ce sont des arêtes qui ont la même longueur et qui sont parallèles. Donc AB, celle de devant en bas, et CD, celle de l'arrière en bas, sont bien parallèles et ont la même longueur. Et bien sur le dessin, c'est la même chose. Dans la réalité, AB et BC sont des arêtes de même longueur et sont perpendiculaires. Donc ici, AB et BC, dans mon cube original, quand je le manipule, quand je l'ai en main, ces deux arêtes, elles font la même longueur et elles sont perpendiculaires. L'angle droit sera ici entre les deux. Sauf que sur mon dessin, ce n'est pas vraiment le cas. AB et BC ici sont des arêtes de longueur différentes et elles sont séquentes. Alors ici, entre les deux, sur le dessin, si je mesurais l'angle entre les deux, je n'aurais pas un angle droit, j'aurais même un angle obtus. Et comme ceci va être représenté par la moitié de la distance réelle, ça ne fait pas la même longueur que AB. Ça voudra donc dire que dans un dessin comme ceci, un dessin que j'appelle moi en fausse 3D, on ne peut pas mesurer certaines dimensions sur le dessin. Toutes les dimensions qui se font sur la profondeur, je ne peux pas les mesurer. Dans la réalité, les 6 faces de mon cube sont des carrés et l'amplitude de l'angle FEH, l'angle qui est ici, ça serait 90 degrés. Mais sur mon dessin, ici, toutes les faces ne sont pas des carrés. Prenons par exemple la face EHGF. Dans mon dessin en fausse 3D, en fait, si je regarde que EFGH ou EHGF, c'est en fait un parallélogramme. De même, la face BFGC, si je ne regarde qu'elle, c'est un parallélogramme, alors que dans la réalité, c'est censé être un carré. Donc on me dit, sur le dessin, les faces ABFE et DCGH sont des carrés, c'est-à-dire la face avant et la face arrière. Les deux faces que je pourrais mesurer sera la face avant et la face arrière. Les 4 autres faces, celles qui vont dans le sens de la profondeur, je ne peux pas les mesurer parce qu'elles ne sont pas représentatives de ce qu'elles sont dans la réalité. On me dit donc ici, alors que les autres faces latérales sont des parallélogrammes. Et l'angle FEH, ici,
ça ne représente pas 90 degrés comme ça devrait l'être, mais il n'y a que 45 degrés, puisque la consigne, c'est de tracer des lignes de fuite à 45 degrés et de les faire parallèles, on n'oublie pas. Donc continuons avant d'arriver aux exercices, et là, vous pourrez mettre en pratique ce que je viens de vous apprendre. Complète les phrases suivantes. Pour dessiner en perspective cavalière, on représente des droites parallèles par des droites parallèles. S'il y a bien quelque chose qui va être conservé dans la perspective cavalière, c'est le parallélisme. Dans un cube représenté en perspective cavalière, toutes les arêtes parallèles sont des arêtes parallèles. Donc là, on garde vraiment cette notion de parallélisme dans le dessin. Dans une perspective cavalière, les faces frontales, ça veut dire la face avant et la face arrière, sont les seules faces qui sont en grandeur réelle. Toutes les autres faces, les faces latérales, ne sont pas en vraie grandeur. Donc on ne pourra pas mesurer ces faces latérales en se disant, bah, tiens, je cherche une mesure, je vais mesurer les faces latérales et ça va me donner la bonne mesure. Non, je pourrais mesurer les bonnes mesures pour les faces frontales, donc la face avant et la face arrière, mais certainement pas pour les faces latérales. Nous voilà maintenant dans la partie exercice. Vous allez commencer par essayer de faire les exercices, les deux premiers exercices. Dans le premier exercice, on me dit trace en pointillé les arêtes cachées. Donc on vous a donné des dessins et vous devez retrouver les arêtes qui n'ont pas été tracées, c'est-à-dire les arêtes qui sont cachées par le cube ou le parallélépipède rectangle, et vous devez les tracer en pointillé. Deuxième exercice, on vous dit achève les solides, cubes ou parallélépipèdes rectangles ci-dessous dont certaines arêtes sont déjà tracées. Donc on vous donne déjà certaines arêtes et c'est à vous de pouvoir terminer ces dessins. Voilà, vous allez mettre la vidéo en pause et on se retrouve dans quelques minutes quand vous avez terminé de réaliser ces exercices. Voilà, j'estime que vous avez réalisé les exercices, nous allons maintenant les corriger. Donc, il fallait tracer en pointillé les trois arêtes ici, qui étaient les arêtes manquantes, donc pour reformer la face arrière qui devait être la même que la face avant, et la quatrième ligne de fuite qui devait être parallèle aux trois autres. Ici, nous avons la face avant qui est située ici, et donc il fallait reconstituer la face arrière qui doit être la même que la face avant, et la ligne de fuite ici qui va être parallèle aux trois autres. Et ici, nous avons la face avant qui est ici. Nous devions donc redéterminer la face arrière qui est là, et ainsi de suite, les lignes de fuite qui sont parallèles. Quant au deuxième exercice, eh bien, vous aviez déjà trois arêtes. Il fallait retracer le dessin comme ceci. Celui-ci comme ceci. Donc on avait cette arête-ci, cette arête-ci et cette arête-ci. Celui-ci, nous avions cette arête-ci et les deux en pointillé. Et celui-ci, nous avions les trois arêtes en pointillé ici. Passons maintenant à l'exercice numéro 3. Observe le parallélépipède rectangle ci-dessous et réponds aux différentes questions. Quel est son sommet caché? Quelles sont les arêtes cachées? Quelle est l'amplitude de l'angle AEH en réalité? Quelle est la nature du triangle ADH? Et si tu sais que AB ça vaut 2 et que AE ça vaut 4, construis le triangle DCH en vraie grandeur. Bon, vous mettez la vidéo en pause et vous relancez la vidéo quand vous avez terminé cet exercice. Nous allons le corriger ensemble. Voilà, j'estime que vous avez réalisé l'exercice 3. Nous allons maintenant le corriger. Donc, quel est son sommet caché? Le sommet caché, c'est celui qui est sur les arêtes qui ne sont pas visibles. Donc les arêtes cachées, c'est celles qui sont en pointillé. Donc le sommet caché, c'est le sommet F. Et F, c'est un point, donc lettre majuscule. Quelles sont les arêtes cachées? Ce sont les segments qui sont en pointillé. Attention, ce sont des segments, donc on n'oublie pas les crochets. BF, FG et EF. Si vous avez mis FB à la place de BF, GF à la place de FG ou FE à la place de EF, c'est la même chose. Mais il ne faut pas oublier les crochets. Quelle est l'amplitude de l'angle AEH en réalité? L'angle AEH, étant donné que c'est un parallélépipède rectangle, c'est un angle droit, c'est-à-dire 90 degrés. Quelle est la nature du triangle ADH? ADH, si vous tracez ce triangle-là sur la figure,
eh bien, cet angle-ci dans la réalité, l'angle D, c'est censé être un angle de 90 degrés. Donc, ADH, vous avez un triangle qui est rectangle en D. On n'oublie pas de préciser en D, ce qui veut dire que l'angle droit se trouve à la lettre D. Si tu sais que AB vaut 2 cm et AE vaut 4 cm, construis le triangle DCH en vraie grandeur. Qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez partir du principe que si AB, ça vaut 2, alors DC, ça vaut 2 aussi. Donc on peut tracer DC qui vaut 2. Si AE, ça vaut 4, AE, c'est 4. Alors DH, c'est 4 cm également. Et l'angle ici, l'angle D sur la face de droite, c'est également un angle droit, puisque dans un parallélépipède rectangle, les angles sont droits un peu partout. Et donc, vous allez dessiner un angle droit ici. Vous allez tracer votre segment de 2 cm, vous faites un angle droit, vous tracez votre segment de 4 cm. Vous n'oubliez pas de mettre les lettres C, D, H. Et puis finalement, vous reliez C à H et vous avez fini de tracer votre triangle DCH. Ça veut dire que si je mesure quelque chose dans le dessin ici, ça ne correspond pas à la réalité. Vous pouvez faire l'expérience chez vous en mesurant DCH sur votre dessin et en le mesurant sur ce dessin-ci qui est en vraie grandeur. Vous voyez que ça ne correspond pas puisque comme c'est de la fausse 3D, les dimensions sur la profondeur, eh bien, elles sont un petit peu modifiées. Très bien, nous allons passer maintenant aux deux derniers exercices pour cette vidéo, l'exercice 4 et l'exercice 5. Dans l'exercice 4, on vous dit, dans les différents cubes ci-dessous, détermine la nature des triangles tracés en couleur. Je vous rappelle que la nature d'un triangle, c'est un renseignement par rapport à ses côtés et un renseignement par rapport à ses angles. Pour ceux qui l'auraient oublié, chose qu'il ne faut surtout pas faire, oublier ces mots de vocabulaire qui sont hyper importants. Au niveau de la nature des côtés, j'ai scalène, isocèle, équilatéral. Et au niveau des angles, j'ai acutangle, obtusangle, rectangle. Donc, vous allez me trouver la nature des triangles qui sont dessinés ici en couleur. Et dans l'exercice 5, on vous dit, dans les différents parallélépipèdes ci-dessous, détermine la nature précise des quadrilatères tracés en couleur. Alors pour ceux qui auraient oublié, ce qui est aussi une très mauvaise idée d'avoir oublié les quadrilatères, nous avons le quadrilatère quelconque, nous avons le trapèze, nous avons le parallélogramme, nous avons le rectangle, nous avons le losange et nous avons le carré. Ça, c'est les quadrilatères principaux. Et donc, vous allez devoir déterminer quel quadrilatère est dessiné ici. Je vous donne quand même une indication. Dans ces dessins et ces dessins, ne mesurez pas les choses sur le dessin parce que le dessin est dessiné en fausse 3D. Donc, les mesures que vous allez prendre sur votre dessin ne correspondent pas à la réalité. Il va falloir faire un effort d'imagination et visualiser le cube ou le parallélépipède rectangle dans la réalité et visualiser ce qu'est la forme en réalité et pas comment elle est dessinée dans un dessin ici en fausse 3D. Vous mettez donc maintenant la vidéo en pause et vous revenez quand vous avez terminé ces deux exercices. Voilà, je considère que vous avez terminé les deux exercices. Nous allons donc passer à la correction. Dans l'exercice 4, le premier triangle qui est dessiné ici, c'est un triangle rectangle scalène. Pourquoi rectangle? Parce que cet angle-ci est un angle droit. Et pourquoi scalène? Parce que ceci, c'est un côté d'une face, ça, c'est une diagonale d'une face, et ça, c'est la diagonale du cube. Donc, ce sont trois longueurs différentes. Donc, trois longueurs différentes, scalène, un angle droit, rectangle. On aurait même pu préciser qu'il était rectangle en E. Deuxième cas, nous avons ici un triangle rectangle isocèle. Pourquoi rectangle? Parce que l'angle ici, c'est un angle droit. Pourquoi isocèle? Parce que le côté BF et le côté BC sont deux côtés d'un carré. La face du dessous, comme toutes les autres faces, sont des carrés puisque c'est un cube. Et donc un carré à quatre côtés de même longueur. Autrement dit, le côté BC et le côté BF sont de même longueur. Ça veut donc dire isocèle. On a donc un triangle rectangle isocèle. J'aurais même pu préciser en B. Rectangle en B et isocèle en B. Dans le numéro 3,
nous avons un triangle équilatéral, puisqu'en fait, ceci, BG, c'est une diagonale de la face du bas, BE, c'est une diagonale de la face de gauche, et EG, c'est une diagonale de la face arrière. Or, chacune des faces d'un cube sont les mêmes. Donc forcément, toutes les diagonales de ces faces sont les mêmes. Donc tous les côtés de ce triangle sont de même longueur. Et donc il est donc équilatéral. Équilatéral et donc forcément acutangle. On n'est pas obligé de le préciser parce qu'on ne peut être qu'équilatéral acutangle. Un triangle équilatéral a forcément 3 angles aigus, chacun valant 60 degrés. Ok, exercice 5. Nous avons ici un trapèze rectangle. Pourquoi c'est un trapèze? Parce que le côté CD est parallèle au côté GH, et donc IH est donc sur le côté GH, donc IH est parallèle à CD. On a donc un trapèze qui a au moins deux côtés parallèles, vu que DH et CI ne le seront pas. Et comme il y a un angle droit ici et un autre angle droit ici, nous avons un trapèze rectangle. Dans le numéro 2, nous sommes en face d'un losange. D'accord? Nous avons un losange, une figure qui va avoir 4 côtés de même longueur. Comment je sais que les 4 côtés sont de même longueur? Eh bien tout simplement parce qu'à chaque fois, chaque sommet de mon losange se trouve sur le milieu de chacune des arêtes. Et finalement, dans le dernier, nous avons un rectangle parce que l'angle B ici est un angle droit, l'angle A ici est un angle droit, l'angle G est un angle droit et l'angle H est un angle droit. On a donc un quadrilatère avec 4 angles droits, c'est donc un rectangle. Voilà, nous avons terminé pour aujourd'hui. Nous avons repéré aujourd'hui que nous avions différentes perspectives réalisables en mathématiques. Deux perspectives avec point de fuite qui sont des perspectives de type artistique et une perspective dite cavalière. C'est celle-là que nous allons utiliser. Et donc, dans les exercices que nous avons réalisés, nous avons pu constater que toutes les dimensions que je mesurais dans les formes dessinées en perspective cavalière, ce que j'appelle moi la fausse 3D, ne sont pas forcément les bonnes mesures. C'est-à-dire que si je mesure la face avant ou la face arrière, là c'est OK, les dimensions correspondent à la réalité. À partir du moment où je vais mesurer des faces sur la profondeur, c'est-à-dire la face de gauche ou la face de droite ou la face du bas et la face du haut, là les mesures ne vont pas correspondre à la réalité. Il ne faudra donc pas tomber dans le piège. Voilà, je vous souhaite une bonne fin de journée et je vous donne rendez-vous à très bientôt dans une prochaine vidéo.